il faut identifier les risques. Je ne suis pas un Cassandre qui annonce la prochaine catastrophe en disant elle est sûre, elle va se manifester. Je serais, si vous voulez, plus positif en effet en disant ben voilà les risques, faisons tout pour les éviter, faisons tout pour éviter qu'ils se matérialisent. Matrioshka. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine dans Matrioshka, on a décidé d'aller donc à la rencontre de Jean-Claude Trichet. Vous voyez qui c'est, l'ancien gouverneur de la Banque de France, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne. Et il a accepté de jouer le jeu, de nous parler des différents risques qui se posent aux générations futures en termes d'économie, de crise économique, d'évolution de la société. Il a complètement joué le jeu et il nous a apporté pas mal d'éléments très intéressants pour éveiller nos consciences. Je vous laisse découvrir tout ça. Matrioshka. Bonjour Jean-Claude Trichet. Bonjour. Merci beaucoup d'être une de nos Matrioshka. Aujourd'hui, on est en 2019, une bonne dizaine d'années après ce qu'on a appelé cette crise financière, puis économique, puis sociale, puis culturelle, qui était de 2007-2008. Est-ce que vous avez l'impression qu'on est toujours dans le prolongement de ce temps très fracassant qu'il y a eu, ou est-ce qu'on est plutôt dans une bulle ailleurs? Non, je crois qu'on est évidemment dans le prolongement de la crise la plus grave que l'on ait connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Je crois d'ailleurs que cette crise financière et économique, comme vous venez de le dire, aurait pu être la plus grave depuis la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qu'elle aurait pu être plus grave que la crise de 1929-1930, si des décisions très audacieuses et très rapides n'avaient pas été prises par les banquiers centraux d'un côté, les gouvernements de l'autre, pour empêcher, disons, le développement d'une crise gravissime qui aurait été une très grande dépression, encore une fois, du type de celle de 1929 au siècle dernier. On a évité cela, mais on n'a pas évité une très grande récession et on n'a pas évité des bouleversements très profonds dans les économies des pays avancés. Parce qu'une chose qui est très claire, c'est que c'est une crise de l'ensemble des pays avancés. Tous les pays avancés se sont trouvés dans cette crise, pas les pays émergents. Le bâton du G7 a été passé au G20, et le G20, c'est le G7 plus l'ensemble des pays systémiques dans le monde émergent, dans le monde en développement, qui est en train de prendre toute sa place. Et d'une certaine manière, si vous voulez, historiquement, cette crise très grave que vous évoquez a marqué finalement, historiquement, une profonde transformation de l'économie mondiale et de la gouvernance de l'économie mondiale. Aujourd'hui, les enseignements, même culturels, de ce qui s'est produit, est-ce que ça permet d'anticiper? Est-ce qu'on est à l'abri d'un rebond? On n'est jamais à l'abri de nouvelles difficultés. Il serait trop sévère de dire rien n'a été fait, on n'a pas tiré les leçons de la crise, on n'a pris aucune décision. Ce ne serait pas vrai. En Europe, beaucoup de leçons ont été tirées. On a créé de nouveaux piliers de gouvernance, on a créé de nouvelles institutions, on a créé l'union bancaire, bref, beaucoup de choses ont été faites. Et il serait injuste de dire rien n'a été fait. En même temps, on a continué, si vous voulez, d'être dans une économie mondiale d'endettement. On a continué d'accumuler des dettes publiques et des dettes privées dans l'ensemble du monde. L'un des critères que je considère comme étant particulièrement inquiétant est que quand vous prenez le monde entier, et on est assez fondé à prendre le monde entier parce qu'il y a une économie mondiale interconnectée. Eh bien, si l'on prend l'ensemble des dettes publiques plus privées, et qu'on les divise par le produit du monde, toute la production du monde, le PIB mondial, eh bien on arrive à un indicateur qui continue d'augmenter après le déclenchement de la crise, à peu près au même rythme qu'avant le déclenchement de la crise. Ça veut dire? Donc ça veut dire que si on considère ce critère comme un bon indicateur de vulnérabilité, on pourrait se retrouver aujourd'hui sur cet indicateur-là, il y en a d'autres, mais sur cet indicateur-là, dans une situation qui serait plus vulnérable au niveau de la vulnérabilité de l'économie mondiale que cela n'était le cas, disons pour simplifier, en 2008.
Bien entendu, il y a d'autres critères, et bien entendu aussi, ça ne veut pas dire que les pays avancés et les pays émergents ont continué de se surendetter au même rythme. En réalité, les pays avancés se sont surendettés à un rythme très inférieur à celui qui était le leur auparavant, disons inférieur de moitié, et les pays émergents qui contribuaient assez peu à l'endettement international ont multiplié par quelque chose comme 5 leur endettement annuel supplémentaire. De sorte que cette continuité dans la croissance de l'endettement est due aujourd'hui beaucoup plus aux pays émergents que ce n'était le cas auparavant. Donc il est possible que dans la prochaine crise, à Dieu ne plaise que nous ayons une prochaine crise, mais nous ayons un détonateur qui se trouve plutôt dans les pays émergents, alors que bien entendu, vous vous en souvenez, le détonateur de la crise de 2007, 2008, 2009 a été les subprimes, comme on dit, c'est-à-dire un segment particulier du marché hypothécaire aux États-Unis. Matrioshka. Qu'est-ce que ça signifie en fait, ce rapport à l'endettement? Quand on regarde, on ne cesse de penser aux générations qui viennent en disant qu'il faut faire attention à la planète, la question écologique, environnementale, la question technologique, comment faire pour que nos enfants vivent mieux, ne soient pas dans la précarité, alors qu'on sait très bien qu'a priori, ils auront plus de tendance à être dans une précarité que les générations antérieures. Bref, il y a tant d'inquiétudes qui se posent, et en même temps, c'est comme si la dette, c'était quelque chose qui avait une réelle impunité. Comment vous expliquez ce rapport si léger, d'une certaine façon, face à la dette? Sandra Friedman, on est dans une situation qui est effectivement très paradoxale. Parce que le discours dominant, à juste titre, est « pensons au long terme, ne soyons pas prisonniers du court terme, ayons le souci de la bonne gestion de la planète tout entière, raisonnons à 100 ans, raisonnons à 50 ans, ne raisonnons pas aux trimestres qui se succèdent, ou même aux années qui se succèdent. Et ceci est incontestable. Il faut que nous soyons conscients du fait que nous sommes responsables du temps long. Nous sommes non seulement responsables de nos enfants et de leur vie, de leur environnement, mais aussi responsables de nos petits-enfants et des enfants de nos petits-enfants. Nous sommes nous-mêmes une espèce qui a beaucoup de milliers d'années et nous devons songer à l'ensemble des générations qui viennent après nous. Et paradoxalement, néanmoins, quand il y a des décisions pratiques à prendre, il y a une volonté irrépressible que l'on observe maintenant, non seulement dans les pays avancés, mais aussi dans les pays émergents. Je l'ai dit, le surendettement est constant maintenant dans l'ensemble de l'économie internationale. Donc, on a un très beau discours sur les enfants et les petits-enfants à préserver dans le long terme, et à très court terme, on a une frénésie finalement de consommation, une frénésie d'augmentation du pouvoir d'achat, une frénésie d'augmentation du niveau de vie, une réelle insatisfaction très grande dans l'ensemble de nos sociétés, et qui évidemment se traduit par un endettement supplémentaire. Parce que l'endettement supplémentaire, ce sont des consommations d'aujourd'hui, et on demande aux enfants et aux petits-enfants de régler la note, en somme. Donc je crois qu'il y a urgence à nous rendre tous ensemble, et encore une fois, c'est un phénomène qui est vrai au niveau de l'ensemble de la planète, à nous rendre beaucoup plus conscients du fait que nous allons au-devant de difficultés considérables si nous ne gérons pas mieux le temps présent. Un autre élément est très important, c'est qu'à un moment ou à un autre, si vous vous surendettez, il n'y a pas que le surendettement comme cause des crises, hein, il y a d'autres causes, mais si nous nous concentrons un instant sur le surendettement et qu'il y a une crise qui est inévitable lorsque on se surendette excessivement, comme on l'a vu dans le passé, alors qui paye la note? Et bien entendu, c'est inévitable, quand on a des crises très graves, ce sont les plus défavorisés, les plus démunis, c'est-à-dire ceux qui savent le moins bien défendre leurs propres intérêts dans une situation de crise, c'est-à-dire de manière très rapide, les jeunes, les sans-emploi, les chômeurs,
Et d'une manière générale, les personnes qui, dans nos sociétés, sont le moins bien protégées, ne serait-ce que parce qu'elles sont le moins bien éduquées et qu'encore une fois, elles n'ont pas de boulot. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de syndicat pour défendre leurs intérêts. Et cela, on l'a observé dans tous les pays qui ont été en crise. Donc, c'est impératif d'éviter de se retrouver dans des situations aussi graves. Mais tant que vous êtes dans la consommation un peu éperdue et dans les déficits qui s'accumulent, il y a une très forte poussée contre la sagesse, contre ceux qui disent « attention, nous allons trop loin » dans le déséquilibre, à la fois du budget ou le déséquilibre de la balance des paiements courants. Et c'est ce que nous avons encore une fois observé dans le passé. Mais je suis toujours très frappé de voir que ces conséquences très graves s'oublient assez vite, et dès lors que, encore une fois, on est sorti de la crise. Matryoshka. On voit cette dématérialisation de la monnaie progressive. J'aimerais savoir comment vous le voyez. C'est-à-dire que, est-ce que vous pensez que d'une certaine façon, la monnaie virtuelle, c'est la fin de la monnaie physique, et que ça dit quelque chose aussi de notre évolution, de notre rapport à la possession, de l'évolution des... Vous savez, l'évolution de la monnaie, elle a commencé avec des biens tangibles, toutes sortes d'ailleurs de biens tangibles. Hein. Il y a eu la petite monnaie des petits coquillages en Afrique, on a eu bien entendu des lingots de métaux précieux ou semi-précieux, et puis dans une période plus récente, mais déjà ancienne, elle est devenue fiduciaire, c'est-à-dire qu'elle a reposé sur la confiance que l'on faisait, en particulier la confiance qu'on pouvait avoir dans des billets de banque, dont la valeur intrinsèque ne représentait plus du tout, bien entendu, les dénominations monétaires qui étaient imprimées dessus. Et donc, ce qu'on observe en ce moment, pour moi, c'est une continuité. Aujourd'hui, en France, la quasi-totalité des achats se font avec des cartes de crédit. Et donc, vous n'avez plus de transactions, ni en termes de monnaie, d'or, d'argent ou de monnaie tout court, ni en termes de billets de banque. On est réellement dans une sorte de monnaie électronique. Alors, on peut aller plus loin, et il y a des technologies ultramodernes qui prétendent manier de la monnaie, les bitcoins et autres monnaies de cette nature, parce qu'il y en a une floraison. Je ne crois pas une seconde que ces monnaies puissent se substituer aux monnaies émises par des banques centrales, parce que la monnaie, selon Aristote, doit avoir trois fonctions importantes, centrales, une fonction de transaction, une fonction de conservation de la valeur et une fonction d'unité de compte. La conservation de la valeur, qui est fondamentale pour tous nos concitoyens, partout dans le monde, ils ont besoin d'une monnaie qui ne fonde pas, qui ne s'évapore pas, et qui conserve approximativement sa valeur avec une inflation monétaire qui peut être de l'ordre de 2%, c'est maintenant une sorte de norme pour l'ensemble des pays avancés, mais c'est une monnaie qui conserve en gros sa valeur. Okay. Et donc les bitcoins et autres monnaies nouvelles ne sont absolument pas des instruments qui conservent la valeur, ce sont essentiellement quand même des instruments de spéculation. Vous comprenez la peur face à l'instabilité qu'elle puisse être celle des marchés, celle de la monnaie, celle de l'économie. Je crois effectivement que nos concitoyens ont besoin de stabilité, ils ont besoin de continuité et ils ont besoin d'être rassurés. C'est un fait que nous sommes dans un monde qui bouge extrêmement vite. Il y a une accélération incontestable des progrès scientifiques et technologiques. Il y a une accélération formidable des évolutions historiques. J'ai vu moi-même le monde basculer complètement. J'ai vécu l'équilibre de la terreur entre l'Union soviétique et les États de l'Ouest. Notre stabilité relative, mais enfin c'était une stabilité, une paix relative, reposait sur l'extermination totale des deux camps, avec les
les bombes nucléaires qui étaient partout. Et bon, on vivait comme ça, dans un monde qui est rétrospectivement un monde absolument insensé, naturellement. On est aujourd'hui dans un monde qui est beaucoup plus largement unifié. Je parlais de l'économie mondiale en disant cette économie mondiale, c'est une entité pertinente. On doit pouvoir considérer l'économie mondiale comme une entité pertinente. C'est la raison pour laquelle il est si grave que le surendettement de la planète continue allègrement. Donc vous voyez, on est dans un monde complètement différent aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des oppositions idéologiques qui restent fortes, qu'il n'y a pas des menaces potentielles partout, mais quel changement quand même. Il est clair que lorsque un enfant de 10 ans aujourd'hui, à 10 ans aujourd'hui, quand il aura 50 ans, la Chine sera très probablement la première puissance du monde. Aussi bien sur le plan économique que sur le plan de l'influence. Et on peut voir cela comme excellent ou inquiétant, mais comme c'est presque sûr, ça veut dire que nos enfants auront à faire face à un monde dont je crois qu'il restera unifié, mais qui sera très profondément différent, pas simplement économiquement, pas simplement par le jeu des influences économiques, mais aussi certainement sur le plan culturel. Nous découvrirons des tas de choses au cœur de la langue mandarin que nous ne connaissons pas, évidemment, pour le moment. Matryoshka. Alors, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants de 10 ans aujourd'hui pour avancer vers ce monde-là? À nos enfants de 10 ans, je dirais volontiers, soyez aussi curieux que possible, conservez vos valeurs, et notamment nos valeurs à nous, Français, la liberté, l'égalité, la fraternité, qui sont partie intégrante de notre citoyenneté française. Soyez aussi de bons citoyens européens, parce que vous voyez bien qu'avec les transformations que je viens d'évoquer, en Chine, en Inde, au Brésil, au Mexique, l'Indonésie pèsera d'un poids probablement aussi lourd démographiquement que l'ensemble de l'Europe. Dans le monde où je me situe, dans 40 ans, l'Afrique aura littéralement explosé sur le plan démographique. Donc nous avons besoin évidemment d'avoir une défense de nos valeurs françaises et européennes. Je vois pour eux, si vous voulez, à la fois un monde de merveilles, mais aussi un monde de défis tout à fait considérable, et il faut qu'ils y soient préparés du mieux possible. Quand vous parlez de nos valeurs, celles que nos enfants auront, vous parlez de valeurs morales ou démocratiques, n'est-ce pas? Oui. Il y a d'autres valeurs que vous avez évoquées, le pouvoir économique ou alors le pouvoir technologique. Comment est-ce qu'on anticipe demain, selon vous, pour les nouvelles générations? On sait que, par exemple, 60-70% des métiers dans 20 ans sont des métiers qui n'existent pas aujourd'hui. Sur ce souci de garder un poids économique, un savoir-faire en recherche et en développement, sur cette capacité d'être présent dans le monde de demain, qu'est-ce qu'on fait pour se préparer aussi à avoir les armes nécessaires? Ça veut dire qu'il faut investir ne pas gaspiller, et investir énormément dans l'éducation de masse, pour que personne ne soit laissé pour compte, mais aussi dans l'éducation d'excellence, parce qu'il faut inventer au moins autant que les autres, et inventer des concepts scientifiques et techniques et technologiques qui soient au moins, disons, qui nous permettent de continuer d'exister. Et ça, ce n'est pas donné, ce n'est pas non plus facile, et l'expérience montre en ce moment même que nous avons en effet aux États-Unis et en Chine deux compétiteurs potentiels qui, dans les domaines les plus avancés, si vous voulez, celui des grandes plateformes technologiques ou celui de l'intelligence artificielle, clairement ont l'ambition de nous laisser sur place. Donc les Européens doivent absolument, dans ces domaines, et dans d'autres d'ailleurs, se réveiller. Je me pose la question, est-ce qu'on est capable de repenser le capitalisme vraiment? Est-ce qu'on a été capable de le faire? Ou est-ce qu'on n'arrive pas à penser au-delà de soi? Est-ce qu'on est capable de repenser la démocratie telle qu'elle est? Ou est-ce que finalement on se heurte à nos propres capacités aujourd'hui? Est-ce que vous avez l'impression qu'on arrive à aller au-delà de soi? Ou finalement ça se fait par d'autres?
Ça se fait ailleurs. Dans les sociétés ouvertes, il y a en permanence des défis nouveaux qui sont lancés, auxquels on répond plus ou moins bien. Si vous voulez, comparons la France d'aujourd'hui à la France, disons, du début du XIXe siècle. Ce sont deux économies de marché. Bien entendu, la technologie est passée, il y a eu énormément de transformations profondes de la science et de la technologie, de l'économie, de l'environnement, mais on n'avait pratiquement pas de redistribution dans la France du début du XIXe siècle. Aujourd'hui, comme vous le savez, les dépenses publiques en proportion du produit intérieur brut représentent approximativement, selon le CDE, 56%, 56,5% de toute la production de la France. Donc on voit bien que ces économies se sont transformées énormément. Le grand débat aux États-Unis, c'est est-ce qu'on va avoir ou non une protection sociale suffisante pour la santé. Bref, si vous voulez, je reste optimiste. Je pense que nous sommes capables d'évoluer, nous sommes capables de bouger, que par exemple le défi qui est porté aux démocraties occidentales en ce moment, à toutes les démocraties des pays avancés, va trouver certains débouchés. Il est impensable que cette frustration d'une large partie de la population ne trouve pas à se satisfaire. Alors, j'espère bien, certainement pas dans l'autoritarisme ou dans l'excès, la tabula rasa, la table rase qui met tout par terre, mais dans un perfectionnement et j'espère dans le bon sens, c'est-à-dire la meilleure transmission possible à nos enfants et nos petits-enfants. Il nous a surpris, Jean-Claude Trichet, lors de cet entretien parce qu'il était très positif, très optimiste. Malgré tous les risques qu'il identifie, les défis qui se posent aux générations futures, eh bien, il croit qu'on peut encore faire quelque chose. Mais à une condition. Il faut, dit-il, qu'on arrête d'être impatient, qu'on cesse d'être dans l'immédiateté. Écoute. Tout de suite. Ce que nous voulons, tout de suite. Totalement contradictoire avec l'idée du long terme, de l'environnement, de la planète à préserver, de nos enfants et petits-enfants à préserver. Et là, il faut qu'il y ait un lobby anti-tout de suite aussi fort et je dirais déterminé que possible. Matrioshka. Quand certains théorisent le fait que finalement demain il y aura 10% d'intelligence qui mèneront le monde et 90% qui vivront à côté, comment ça s'anticipe quand un Benoît Hamon, pendant la campagne présidentielle, pense au revenu universel, d'une certaine façon, il rebondit sur cette idée qu'il y aura 10% d'intelligence utile et que le reste tournera à côté. J'aimerais avoir votre lecture par rapport à cette évolution. Je ne crois pas du tout à ça. Je ne vois pas du tout ça personnellement. Et je crois que potentiellement, sauf cas exceptionnels, de difficultés physiques exceptionnelles, mais normalement, nous devons nous trouver en présence de sociétés dans lesquelles tout le monde doit avoir accès à l'intelligence, si tant est que nous évoquions ce point. C'est l'intérêt de la société dans son ensemble que de donner toutes leurs capacités à tout le monde, à tous ceux qui sont exceptionnels en termes de créativité et d'inventivité. Je rejoins ce que Matrioshka, nous dépendons, nous tous, nous dépendons du passé. D'une certaine manière, comme Newton, qui le disait d'ailleurs après Bernard de Chartres, même le plus grand des mathématiciens d'aujourd'hui, c'est un nain sur les épaules des géants passés, des géants du passé. Personne ne dira du passé faisons table rase, c'est idiot ça. Il faut effectivement avancer, mais lorsque le passé a produit des merveilles, eh bien, il faut se hisser sur les épaules de ces géants. Et le fait que le plus grand physicien, avec Einstein, que nous connaissions, à savoir Isaac Newton, a dit lui-même « je suis sur les épaules des géants », et si j'ai vu plus loin, c'est parce que j'étais sur les épaules des géants, est absolument remarquable. Et je crois que c'est aussi une leçon pour les jeunes qui auraient tendance à dire on a tout inventé, on va tout inventer, du passé faisons table rase, etc. Ça ne correspond absolument pas ni à la réalité, ni à l'optimum pour eux et pour
les générations futures, bien sûr. Je voudrais vous poser une dernière question, Jean-Claude Trichet, dans cette perspective de matrioshka, d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous voudriez que mes enfants retiennent de ce que vous avez à leur dire? Au nombre des valeurs que nous avons évoquées longuement, la diversité, l'antiracisme font partie des valeurs françaises et européennes. Et je crois que c'est très important de le marteler. Je dirais aussi que nos enfants doivent être curieux en permanence. La curiosité me semble être une qualité fondamentale qu'il faut conserver pendant toute sa vie. Il faut être curieux quand on est jeune et curieux quand on est moins jeune. Être riche, c'est la richesse culturelle. C'est le fait d'avoir un héritage culturel solide. Et cela passe avant tout le reste, à mon avis. Et je dirais, c'est lié aussi à ce problème de citoyenneté ouverte, qu'il faut leur recommander d'avoir de la considération pour tous. Dans une société, on doit avoir de la considération pour tous et il faut qu'ils réclament eux-mêmes de la considération pour eux-mêmes. Ça me paraît également très important comme recette fondamentale. C'est, je dois dire, d'une certaine manière, une leçon que je retiens sur le plan familial aussi. Notamment ma propre mère était incroyablement attentive à ce qu'on ait de la considération pour tous. Et elle ressentait elle-même très fortement l'absence de considération lorsque ceci lui était manifesté. Voilà ce que je dirais, en sus de tout ce que nous avons déjà dit, qui me paraît très, très riche dans cette conversation. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et oui, souvent, en fait, les rencontres sont assez différentes de ce qu'on pouvait imaginer avant d'y aller. Et c'est vrai que Jean-Claude Trichet, qui nous parle de bienveillance, mais aussi de curiosité, d'éveil par rapport à la question du pouvoir d'achat, c'est des choses qui sont intéressantes et que je retiendrai. Je ne sais pas vous. Je suis curieuse d'ailleurs de savoir ce que vous en retenez, si ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez absolument pas à partager cet entretien et tous les entretiens que vous trouverez sur Matrioshka au fur et à mesure des semaines qui vont arriver. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très vite. Au revoir. Matrioshka.